La coopération internationale, c'est une vaste nébuleuse de relations. Le multilatéralisme, c'est un aspect particulier de la coopération internationale. C'est un aspect particulier en ce sens que c'est une coopération essentiellement entre les États, mais qui peut associer des acteurs non étatiques, et une coopération entre plusieurs acteurs dans des enceintes qui sont institutionnalisées. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies, par exemple, les organisations spécialisées que l'on connaît, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Alors de ce point de vue, vis-à-vis de ces enceintes multilatérales, il n'y a pas de doute que la crise du Covid a montré un certain nombre de défaillances. Le Conseil de sécurité, qui est l'organe un peu directeur de l'Organisation des Nations Unies, a été paralysé, mais il faut bien dire qu'il est paralysé déjà depuis de nombreuses années, sur le conflit syrien par exemple. Et sur le Covid, il a été paralysé, incapable de produire une résolution, c'est-à-dire une position commune avant 2 mois, et la position était une position tout à fait insipide. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, elle a été lente à réagir, mais en même temps, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation qui n'a pas beaucoup de moyens. Ce n'est pas une organisation qui peut organiser une riposte à la pandémie de manière coordonnée. C'est une organisation qui essaye de produire des normes, qui suscite éventuellement des alertes, qui produit des recommandations, mais ce n'est pas une organisation qui peut jouer le général de certaines opérations communes. Donc, effectivement, la coopération, elle a fonctionné de manière laborieuse, mais au fond, cela ne fait que traduire l'état de la situation mondiale, c'est-à-dire un multilatéralisme essentiellement interétatique entre les États, avec une réalité massive, c'est que les États demeurent aujourd'hui les principales unités de protection, les principaux lieux de la légitimité politique. Donc pourquoi voudriez-vous que d'un seul coup, au moment d'une pandémie, on abandonne l'État et on se tourne vers un pouvoir supranational qui n'existe pas ? C'est une question délicate. Le multilatéralisme est d'essence libérale. C'est-à-dire que le multilatéralisme postule un jeu à somme positive. C'est-à-dire que tout le monde est susceptible de gagner. Peut-être pas immédiatement, mais dans un moyen terme, tout le monde est susceptible de gagner. Quand vous engagez une grande négociation internationale sur un certain nombre de choses, l'environnement, les droits de l'homme, le libre-échange, tout le monde est susceptible de gagner à terme. C'est ça le principe du multilatéralisme. Il n'est pas dans un jeu à somme nulle, ce que je gagne, tu le perds. Tout le monde avance, pas nécessairement au même rythme, mais tout le monde avance vers des bénéfices qui peuvent être communs. Alors, à partir de là, qui a intérêt à croire que le jeu peut être à somme positive ? Je dis que ceux qui ont intérêt à croire aux vertus positives du multilatéralisme, ce sont effectivement des puissances qui sont positionnées particulièrement, d'une part dans le système international et d'autre part par rapport à une variable que je trouve très importante et qui n'est pas suffisamment prise en compte, qui est la variable du régime politique. Pourquoi ? Parce que les puissances qui sont les plus grandes n'ont pas besoin du multilatéralisme. Le multilatéralisme est une carte parmi d'autres dans leur politique étrangère. Et les puissances qui sont les plus pauvres, les plus démunies, les moins bien dotées, sont des puissances qui ont beaucoup de mal à avoir accès aux enceintes multilatérales. Les seules, en fait, qui soient suffisamment puissantes pour avoir accès aux enceintes multilatérales, mais pas suffisamment puissantes pour pouvoir décider, ce sont des puissances moyennes qui ont besoin de s'allier. Donc
là, il y a un premier positionnement qui est un positionnement dans la structure du système international. Et puis, il y a une autre variable qui est importante, c'est que pour croire que le jeu est à somme positive, il faut aussi accepter le jeu de la délibération démocratique. Et accepter le jeu de la délibération démocratique, je ne dis pas que tous les régimes ne sont pas prêts à un moment ou à un autre à l'accepter, mais quand même ceux qui ont vocation naturelle à l'accepter le plus spontanément et le plus fondamentalement, ce sont des régimes démocratiques. C'est-à-dire des régimes démocratiques qui voient le multilatéralisme comme une version internationalisée de leur propre régime. C'est la raison pour laquelle je crois que la combinaison position dans la structure et variables du régime politique permettent de déterminer non pas ceux qui ont droit à participer au multilatéralisme, tout le monde a le droit à participer au multilatéralisme, mais ceux qui constituent la dynamique politique principale pour faire avancer le multilatéralisme. Prenons un exemple, juste pour sortir peut-être du caractère européen auquel vous pensez peut-être spontanément lorsque je parle de puissance moyenne démocratique. Le Brésil. Le Brésil occupe une position dans la structure du système international qui pourrait très bien être qualifiée de puissance moyenne. Bon, c'est ce qu'on appelle une puissance émergente, mais ça revient à ce que j'appelle la puissance moyenne. Voyez la différence entre le Brésil du président Lula et le Brésil du président Bolsonaro. On voit bien ici que la variable du régime, le fait qu'à un moment on a un régime clairement démocratique, un régime qui est clairement sur la voie du pluralisme, et qui joue à fond la carte du multilatéralisme, les initiatives de la présidence Lula, puis ensuite de Dilma Rousseff, ont été très fortes. Et puis en revanche, quand on est passé à une variante autoritaire du régime, là on a un repli, on a une contestation, on a une posture diplomatique extrêmement agressive et qui ne mène strictement à rien du point de vue de la délibération multilatérale. Une alliance importante, c'est l'alliance précisément de ces puissances moyennes démocratiques, mais une alliance qui ne doit pas être une position sectaire, une position d'exclusion des autres. Je crois que ces puissances doivent jouer à fond le jeu du multilatéralisme dans des enceintes. Là, nous parlons du multilatéralisme mondial. Je n'ai pas du tout parlé du multilatéralisme régional, qui se porte quelquefois beaucoup moins mal que le multilatéralisme mondial. Je fais une parenthèse, mais la réaction de l'Union européenne, elle est critiquée, mais enfin, elle est sans commune mesure avec la non-réaction des instances principales de l'Organisation des Nations Unies vis-à-vis de la Covid. Je ferme la parenthèse. Donc, l'alliance principale, c'est celle-ci. Mais c'est une alliance, à mon avis, qui doit s'adjoindre d'autres types d'acteurs. Aujourd'hui, les États, ou plus exactement les gouvernements, ne peuvent pas régler des problèmes qui sont souvent des problèmes sociaux majeurs, des problèmes sociaux internationaux, mais des problèmes sociaux majeurs seuls. Ils ont besoin de l'appui des sociétés. Alors, sous quelle forme, ça c'est encore à discuter, probablement, mais je crois que le multilatéralisme doit envisager une transformation tout de même importante pour faire rentrer, ce qui se passe d'ailleurs, depuis 20 ans, c'est un mouvement continu, mais pour faire rentrer de plus en plus massivement et peut-être de plus en plus institutionnellement des acteurs non étatiques qui représentent la société. Il peut s'agir d'organisations non gouvernementales, comme on les appelle, défendant certains intérêts collectifs, de la cause environnementale à la cause des droits de l'homme, en passant par tout un tas d'autres causes, mais ça peut être aussi des acteurs marchands, des entreprises,
Ça peut être aussi des fondations philanthropiques, ça peut être aussi des instituts de recherche, des universités. Bref, je crois que l'ensemble des forces constituant ce qu'on appelle, entre guillemets, les sociétés civiles doivent être associées à ce que vous appelez ces alliances. Hein. Ces alliances qui n'ont pas, je le répète, c'est important, qui n'ont pas pour objectif de capturer le multilatéralisme, mais simplement d'y exercer une dynamique politique positive pour faire avancer un certain nombre de dossiers, le dossier du désarmement, le dossier de la gouvernance économique et sociale, le dossier de l'environnement et d'autres. La gouvernance mondiale, ça n'existe pas. Il y a des gouvernances sectorialisées et le recoupement, je dirais, de ces gouvernances constitue peut-être la gouvernance mondiale qui existe à peine. Et la question que vous posez, elle est très importante parce que, au fond, depuis maintenant 150 ans, hein, les premières organisations internationales datent de la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a une dynamique qui s'est développée de manière continue, c'est la dynamique de la création d'organisations internationales. Aujourd'hui, on est dans un monde d'organisations. Il n'y a pas un secteur d'activité qui ne soit couvert par un régime international, une organisation internationale. Le régime, l'organisation, c'est plus ou moins formel, mais des normes internationales. Pas un seul secteur d'activité. Bon. Et toutes les activités ont leur secteur international plus ou moins organisé dans une perspective de promotion de causes. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par un mécanisme, je dirais, de compétition, ces organisations ont eu tendance à élargir leur mandat. Hein. Et élargissant leur mandat, ces compétences ont commencé à s'enchevêtrer. Mais ce n'est pas le seul facteur hein, de cet élargissement des compétences. Un autre facteur est aussi la globalisation des enjeux. C'est-à-dire que progressivement, les questions ont pris une dimension de plus en plus globale. La sécurité ne pouvait plus être limitée, par exemple, à la sécurité politico-militaire des États. La sécurité est devenue un problème social, la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, etc. Beaucoup de sécurités qui sont devenues des objectifs d'un certain nombre d'organisations internationales. Donc l'enchevêtrement a produit la globalisation dans une certaine mesure. Et la globalisation a accru l'enchevêtrement. Il faut bien comprendre ce mécanisme interactif. Hein. Les enjeux se sont globalisés à mesure que les compétences se sont élargies et à mesure que les compétences s'élargissaient, elles ont globalisé les enjeux. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, toutes les organisations s'occupent un peu de choses dont s'occupent les voisines. Hein. Le travail n'a pas simplement une organisation, mais de nombreuses organisations. La santé également, l'environnement également, etc., etc. Alors, comment régler ce problème ? Parce qu'il peut y avoir des conflits de compétences. Alors il y a une raison, enfin il y a une solution technique. La solution technique, c'est d'essayer de créer des mécanismes de règlement des contentieux. C'est-à-dire, entre une norme commerciale et une norme sociale, qu'est-ce qui doit prévaloir ? On crée un mécanisme de règlement des contentieux, ce qu'on appelle en droit français la question préjudicielle. C'est-à-dire, on suspend le dossier, on suspend le conflit et on règle la question avant de trouver une solution au conflit. Mais ça, on en est très très loin, puisqu'on se heurte ici à un problème qui est un problème à la fois de patriotisme institutionnel, chaque institution défend un peu son précaré, et puis surtout, question fondamentale, on se heurte ici à un
problème de préférence politique. C'est-à-dire que derrière cet aspect fonctionnel d'enchevêtrement des compétences, il y a une question politique qui est la question des préférences, de la hiérarchie des préférences. Est-ce qu'on préfère une norme commerciale ou est-ce qu'on préfère une norme sociale? Est-ce qu'on préfère une norme sanitaire ou est-ce qu'on préfère une norme environnementale, etc., etc. Bon. Et là, il n'y a pas de réponse. La seule réponse, c'est la délibération politique dans des enceintes multilatérales dont nous parlions dès la première question et qu'il faut approfondir et poursuivre. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, vous prêtez beaucoup de capacité à mon patronyme. Je ne suis pas du tout sûr de pouvoir répondre à cette question. Il faut peut-être prendre en compte deux variables caractéristiques du système international et un contexte général. Alors, les deux variables, c'est qu'on est dans un système international multipolaire. Mais un système multipolaire, c'est-à-dire avec plusieurs pôles de puissance, mais avec cette caractéristique tout de même très particulière, c'est qu'aucun des pôles n'est véritablement attractif. La Russie, la Chine et les États-Unis aujourd'hui ne font pas vraiment rêver. Si on s'y rapproche, c'est pour des raisons très intéressées, mais rien à voir avec des modèles de développement, des modèles de société qui nous émerveilleraient ou qui mobiliseraient des mouvements de sympathie des sociétés massifs. Ça, c'est le premier élément. Et la deuxième variable, c'est que le système international est très hétérogène. Il est très hétérogène à la fois parce que les États représentent des régimes politiques qui eux-mêmes incarnent des valeurs et des conceptions du politique très différentes, mais également parce que dans le système international, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas simplement que des États. On a aussi beaucoup d'organisations non étatiques, d'acteurs non étatiques. Alors, ces deux variables-là, elles me conduisent à penser qu'il y a une très très grande fluidité dans le système international. Et cette fluidité, elle va plutôt à l'encontre de ce que vous appelez la bipolarisation. Cette fluidité, elle n'est pas aconflictuelle, c'est pas ce que j'ai dit, elle n'est pas aconflictuelle, mais elle ne va pas dans la logique de la bipolarisation. Et à ces deux variables, il faut ajouter, à mon avis, un contexte plus général. Ce contexte plus général, c'est celui que j'ai appelé tout à l'heure ce monde d'organisation. Ça me paraît très important. Évidemment, ce monde d'organisation ne produit pas des normes contraignantes et ne fabrique pas des gendarmes qui sont derrière les États et les sociétés avec un gros bâton. Néanmoins, le monde est maillé aujourd'hui par ce que le grand juriste Antonio Cassese appelait un filet normatif. Et je pense que ce filet normatif, il contient, il retient les déchaînements les plus puissants ou les plus graves ou les plus intenses de la violence. Donc, je crois qu'entre la fluidité du système international et le contexte général du monde d'organisation et de ce filet normatif, nous sommes peut-être préservés des conflits de très haute intensité. De très haute intensité, ce qu'on appelle les guerres générales, ce qu'on appelait, il y a encore peu, les guerres mondiales, c'est-à-dire les guerres impliquant les plus grandes puissances et toutes les plus grandes puissances de la planète. Ceci étant, les autres conflits pourront continuer à durer, à prospérer, les grandes puissances se faisant le conflit par des guerres de procuration, et ici le multilatéralisme, dans sa méthode de délibération et de règlement pacifique des différends, conserve toute son importance, toute sa valeur.